La lumière, ce phénomène étrange qui nous entoure. Elle émane de certains corps appelés sources. Elle continue à se déplacer dans des milieux dits transparents, jusqu'à ce qu'elle soit finalement captée par nos yeux ou nos instruments de détection. Mais de quelle nature est la lumière? Pour commencer, avant de parler de ses sources ou des manières de la détecter, comment pourrions-nous décrire sa propagation? En optique géométrique, la propagation de la lumière est simplement modélisée par des rayons lumineux. Ce sont des lignes orientées par une flèche et qui représentent le chemin ou le trajet emprunté par la lumière. L'une des premières propriétés remarquables de ces rayons est qu'ils sont rectilignes dans un milieu homogène. On décrit ainsi, à l'aide de ces rayons, les faisceaux de lumière. Un faisceau divergent est un ensemble de rayons divergents. De même, un faisceau convergent est un ensemble de rayons convergents. Et un faisceau parallèle est un ensemble de rayons parallèles. Cette notion de rayon permet aussi de formuler les lois qui régissent le comportement de la lumière au niveau d'un dioptre, séparant deux milieux transparents d'indice N1, N2. D'abord, la loi de réflexion. Par rapport à la normale au dioptre, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ensuite, la loi de réfraction, qui relie l'angle d'incidence, l'angle de réfraction et les indices optiques N1 et N2 des deux milieux par la relation N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. La lumière ne se propage pas dans les milieux dits opaques. Par exemple, en mettant des obstacles opaques sur le trajet de quelques rayons lumineux, leur propagation est bloquée, alors que les autres rayons poursuivent leur chemin sans modification. Essayons d'exploiter cette idée pour réaliser un faisceau de lumière le plus fin possible. Voilà un faisceau de lumière parallèle et voilà une plaque opaque munie d'une fente de largeur réglable. On peut aussi envisager un trou de diamètre réglable. Alors, pour obtenir un faisceau de lumière le plus fin possible, il suffirait de réduire la largeur de la fente le plus possible, non? La réponse n'est pas simple. Au début de l'expérience, le faisceau émergent est parallèle et possède la même largeur que la fente. Alors jusque-là, oui, plus la fente est fine, plus le faisceau émergent est fin. Mais si la largeur de la fente est trop petite, on commence à voir l'effet plutôt contraire. Le faisceau émergent est divergent et il devient même de plus en plus étalé lorsqu'on tend à réduire la largeur de la fente. C'est-à-dire que sur un écran éloigné, ce faisceau émergent donne une tache lumineuse qui grandit avec la diminution de la largeur de la fente. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu réflexion ou réfraction? Absolument non, rien de tout cela. Vu que la fente est une simple ouverture, le milieu qui la constitue n'est autre que le même milieu homogène dans lequel se propage la lumière. Donc il est bien clair que l'optique géométrique est incapable d'expliquer ce phénomène. Cette expérience nous montre les limites de l'optique géométrique. Si la taille d'une ouverture ou d'un obstacle est trop petite, les lois de l'optique géométrique ne s'appliquent plus en son voisinage. Ce qui est d'autant plus fascinant avec ce phénomène, que l'on vient de mettre en évidence par cette expérience, c'est qu'il n'est pas propre à la lumière seule. En effet, il est possible de l'observer avec des ondes à la surface de l'eau. On considère ici une nappe d'eau ayant la même profondeur en tout point, et en frappant de façon périodique sa surface libre par une longue règle, on produit une onde mécanique plane qui se propage suivant une direction bien déterminée. En plaçant sur son chemin un obstacle muni d'une ouverture de largeur réglable, voilà ce qu'on observe. L'onde émergente est quasiment plane si la largeur est grande, mais en rencontrant une largeur assez petite, elle devient divergente et se propage dans plusieurs directions. Ce phénomène est appelé diffraction et il est possible de l'observer avec plusieurs types d'ondes mécaniques. L'angle d'ouverture du faisceau diffracté, que l'on note ici θ, est inversement proportionnel à la largeur A de l'ouverture. θ égale lambda sur A. On voit ici intervenir lambda, la longueur d'onde de l'onde, ce qui signifie que ce phénomène de diffraction est un phénomène caractérisant les ondes.
Que peut-on conclure alors? À ce niveau, on peut postuler ou supposer que la lumière est aussi une onde et qu'elle subit entre autres un phénomène de diffraction. En d'autres termes, ce qui limite le modèle de l'optique géométrique, dans cet exemple, c'est la nature ondulatoire de la lumière elle-même, c'est le fait que la lumière soit une onde. On pourrait alors se poser la question, mais l'optique géométrique a bien fait ses preuves dans d'autres situations. Est-ce que cet aspect ondulatoire de la lumière est bien compatible avec le phénomène de réflexion ou de réfraction? Est-il compatible avec le modèle de rayon lumineux de manière générale? C'est ce qu'on va examiner dans la suite. D'abord, la lumière n'est pas une onde mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas le résultat de vibrations de points matériels qui constituent un milieu matériel, comme l'onde sonore par exemple. Non, elle est plutôt la manifestation des vibrations du champ électromagnétique qui occupe l'espace. Sans rentrer dans les détails, on supposera qu'il est possible d'associer à tout point M de l'espace une vibration lumineuse, notée S au point M à l'instant T. On peut alors qualifier cette vibration lumineuse S d'onde lumineuse sans chercher à préciser son lien exact avec le champ électromagnétique qui occupe l'espace. Et il ne sera pas nécessaire de le préciser. Si les fréquences de ces vibrations lumineuses sont comprises entre 4 fois 10 à la puissance 14 Hz et 7,9 fois 10 à la puissance 14 Hz environ, alors elles constituent une onde lumineuse visible par l'œil humain. C'est la lumière. Examinons par exemple l'onde lumineuse de la forme suivante. S au point M à l'instant T est égal à une amplitude S0 fois cosinus de oméga T moins Kx plus Phi0. Ici, oméga est la pulsation et K est la norme du vecteur d'onde et Phi0 une phase initiale supposée constante. Ici, le point M est repéré par ses coordonnées cartésiennes x, y, z, mais pour l'exemple, seule la coordonnée x intervient dans l'expression. D'abord, on voit bien que pour un point M donné, S vibre de façon sinusoïdale au cours du temps. Il s'agit donc d'une onde monochromatique. Pour étudier cette onde, appelons tout cela phi à l'instant t à la position M. C'est la phase de l'onde. Il s'agit simplement de l'argument du cosinus. On se pose maintenant une première question. Quel est l'ensemble des points M de l'espace ayant la même phase phi? Bien sûr, à un instant t donné. La réponse est toute simple. À t fixé, phi est constante si et seulement si x est constante. L'ensemble des points M correspondants est alors une surface plane telle que x égale à constante. C'est une surface plane perpendiculaire à la direction OX, comme on peut le voir ici, et on l'appelle front d'onde. Maintenant, une deuxième question. Comment évolue cet ensemble de points, le front d'onde, au cours du temps? Pour répondre à cette question, notons bien qu'à la valeur particulière phi égale phi1 correspond une position particulière x phi1, selon la relation phi égale à phi1, qui est égale à oméga t moins kx phi1, c'est la position de phi1, plus phi0. Pour une valeur de phi fixée, une augmentation de la valeur de t entraîne une augmentation de la position x phi1, ce qui signifie que ce plan, phi égale à phi1, se déplace. Pour avoir une réponse plus précise, prenons les dérivées des deux membres par rapport au temps. La dérivée de phi est égale à 0, puisque ici on l'a choisi constante. La dérivée de oméga t est égale à oméga. La dérivée de kx phi1, c'est k multiplié par la dérivée de x phi1. Et la dérivée de phi0 est nulle, puisque c'est une constante. D'où la dérivée de x phi1 par rapport au temps est égale à oméga sur k. Ceci signifie que le plan correspondant à une valeur de phi donnée avance à vitesse constante, comme ceci. Cette vitesse est notée v phi et on l'appelle vitesse de phase. Cette relation découle directement de la définition du front d'onde, donc on peut l'adopter comme définition de la vitesse de phase. Cette onde, donnée ici comme exemple, est aussi qualifiée d'onde lumineuse plane. Pourquoi? Parce que ces fronts d'onde sont des plans. Ces derniers se propagent à la vitesse de phase v phi dans la direction des x croissants, comme ceci. Prenons maintenant une représentation de S en fonction de x à un instant t donné. Il s'agit d'une évolution sinusoïdale en fonction de la coordonnée spatiale x. On peut donc lui associer une période spatiale lambda. C'est la distance séparant deux minima consécutifs par exemple, ou deux maxima consécutifs. Lorsque le temps passe,
l'onde avance et au bout d'une période temporelle t, ce maximum finit par prendre la place du maximum qui le devance. Cela signifie que l'onde avance au rythme d'une période spatiale par période temporelle. La vitesse de phase est égale lambda sur t. C'est une deuxième expression de la vitesse de phase, équivalente à la première, bien sûr, car oméga est égal à 2pi sur t et k est égal à 2pi sur lambda. Nous pouvons aussi introduire la fréquence nu, qui est égale à l'inverse de la période, et écrire la vitesse de phase sous la forme Vφ égale lambda fois nu. Maintenant, considérons les maxima. Quelles sont les valeurs de phi qui leur correspondent? La fonction cosinus est maximale lorsque son argument, ici phi, est un multiple entier de 2π. On peut donc faire correspondre à chaque maximum un plan d'onde ayant une phase entier fois 2π. Ce que vous observez ici, ce sont les projections des fronts d'onde sur le plan de votre écran. Bien entendu, ces fronts d'onde sont orthogonaux à l'axe X et en particulier, ils sont régulièrement séparés par une longueur d'onde lambda. Ici, la phase initiale φ0 est arbitraire, ce qui nous laisse le choix de l'origine des phases, c'est-à-dire le plan phi égale à 0. On le prend ici par exemple. Notons bien qu'à un instant t donné, lorsque x augmente, phi diminue par le signe moins qui se trouve ici. On voit alors que le front d'onde, phi égale 2π, est situé à une longueur d'onde à gauche du front d'onde phi égale à 0. On continue ainsi dans la direction des x décroissants à indexer les fronts d'onde correspondant au maxima, 4π, 6π, 8π, etc. Et de l'autre côté, en allant vers les x croissants, on représente le plan phi égale moins 2π, moins 4π, etc. Bien entendu, l'ensemble de ces plans se déplace à la vitesse de phase Vφ de manière uniforme dans la direction des phi décroissants. C'est une manière intéressante de représenter la propagation de l'onde. Nous l'adopterons pour le reste de la vidéo. En fait, cette vitesse de phase Vφ d'une onde monochromatique que l'on vient de définir, elle dépend de la nature du milieu de propagation. Ici, nous prenons l'exemple d'une onde lumineuse traversant d'abord un premier milieu transparent où sa vitesse de phase est V1 et passons ensuite dans un deuxième milieu transparent où sa vitesse de phase est V2. Dans ce cas, chaque front d'onde change de vitesse au moment où il traverse le dioptre, l'interface qui sépare les deux milieux. Une vitesse V2 plus petite que V1 signifie que les fronts d'onde transmis sont ralentis et par conséquent ils se resserrent. Et inversement, si V2 est plus grande que V1, les fronts d'onde transmis accélèrent et par conséquent ils s'étalent. Il est bien clair alors que la longueur d'onde, lambda, change d'un milieu à un autre. Pour déduire une relation simple entre les longueurs d'onde dans les deux milieux, notons bien que la fréquence de l'onde, nu, elle, reste la même dans les deux milieux, car ils sont supposés linéaires. Il en découle alors que nu est égal à V1 sur lambda 1 pour le milieu 1 et nu égale V2 sur lambda 2 pour le milieu 2, ce qui conduit à lambda 2 sur lambda 1 égale à V2 sur V1. Les longueurs d'onde relatives sont dans les mêmes proportions que les vitesses de phase. Si V2 est 20% plus petite que V1, alors lambda 2 est 20% plus courte que lambda 1, par exemple. Voilà donc, une onde monochromatique n'a pas une période spatiale fixe, cela dépend du milieu. Cependant, il s'avérera intéressant de prendre la longueur d'onde dans le vide, lambda 0, comme référence et définir l'indice optique n par la relation n, l'indice du milieu, est égal à lambda 0 divisé par lambda dans le milieu. Ou de façon équivalente, en multipliant les lambda par la fréquence nu, on peut écrire l'indice du milieu est égal à la vitesse de phase dans le vide divisé par la vitesse de phase dans le milieu, puisque la vitesse de phase est égale à lambda fois la fréquence nu. La vitesse de phase de la lumière dans le vide, bien sûr, la constante c, qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, la vitesse de la lumière dans le vide. Dans notre exemple des deux milieux ayant des vitesses de phase différentes, les indices sont différents. Il s'ensuit que l'indice du premier milieu, n1, est égal à lambda 0 sur lambda 1, et l'indice n2 du deuxième milieu est égal à lambda 0 sur lambda 2. L'indice optique, ainsi défini, est un nombre sans dimension physique. Dans le cas des milieux transparents tels que l'air, l'eau, le verre,
sa valeur est toujours supérieure à 1. Et dans le cas du vide, par définition, n0 est égal à lambda 0 sur lambda du vide, qui est lambda 0, et l'indice du vide est par définition égal à 1. Alors maintenant, quel lien tout cela a-t-il avec les rayons lumineux? En fait, ce lien est très simple. Les fronts d'onde sont partout orthogonaux aux rayons lumineux. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Malus. Et dans le cas d'une onde plane, son illustration est très simple, comme vous pouvez le voir ici. Voilà un ensemble de rayons lumineux parallèles. Voilà un front d'onde. Ce front d'onde est partout orthogonal aux rayons lumineux. Et voilà d'autres fronts d'onde orthogonaux aux rayons lumineux. En chaque point, chaque front d'onde est orthogonal à tous les rayons lumineux. Bien sûr, ces fronts d'onde se déplacent à la vitesse de phase dans la direction des rayons lumineux. Et on peut même reprendre ici les plans correspondant au maximum de S, qui sont indexés par des valeurs entières fois 2π et qui sont équidistants d'une longueur d'onde lambda. On peut même, si la situation le permet, projeter cette représentation et faire correspondre un trait à chaque front d'onde plan. Si le faisceau de lumière subit une déviation causée par la réflexion sur un miroir par exemple, les fronts d'onde réfléchis sont orthogonaux aux rayons lumineux réfléchis, d'après le théorème de Malus. Dans ce cas, chaque front d'onde incident, correspondant à un maximum de S, donne naissance à un front d'onde réfléchi, correspondant à un minimum de S. On dit que la réflexion par un miroir introduit un déphasage égal à π. En effet, si on prolonge virtuellement le déplacement des fronts d'onde incidents, les fronts d'onde réfléchis sont simplement leur symétriques par rapport au miroir plan, à condition d'inclure le déphasage égal à π. Considérons maintenant la réfraction par un dioptre séparant deux milieux d'indice N1 et N2. Nous avons déjà examiné le cas particulier de l'incidence normale. Ici, il est clair que les rayons réfractés ne sont pas déviés, ce qui est tout à fait conforme aux lois de l'optique géométrique. Mais que se produit-il si le faisceau incident fait un angle quelconque? Prenons le cas où la vitesse V2 dans le milieu 2 est la plus lente. Chaque front d'onde rentre progressivement dans le milieu 2 et non pas instantanément. Les premiers points qui rentrent sont les premiers à être ralentis et par conséquent, ils seront plus retardés que les autres. Ceci finit par non seulement ralentir tout le front d'onde, mais lui faire subir une déviation. C'est le phénomène de réfraction. Et les rayons correspondants subissent la même déviation d'après le théorème de Malus. On peut facilement vérifier que cette déviation est régie par la loi de réfraction de Descartes. On représente ici deux fronts d'onde consécutifs, donc séparés par une période spatiale. Dans le milieu 1, ils sont distants de lambda 1, et dans le milieu 2, ils sont distants de lambda 2. Bien sûr, les rayons sont partout orthogonaux aux fronts d'onde. Les fronts d'onde incidents font un angle θ1 avec le dioptre, et les fronts d'onde réfléchis un angle θ2 avec cette même interface. Et il est possible de relier ces deux angles en utilisant ces deux triangles rectangles de même hypoténuse IJ. Le calcul est alors direct. Sinus θ1 est égal à lambda 1 sur IJ. Ensuite, on remplace lambda 1 par lambda 0 sur l'indice N1. De même, pour l'angle θ2, nous avons sinus θ2 égale à lambda 2 sur IJ. Et voilà ce qu'on trouve en remplaçant lambda 2 par lambda 0 sur N2. On en déduit que N1 fois sinus θ1 est égal à lambda 0 sur IJ. Et ici, N2 fois sinus θ2 égale lambda 0 sur IJ. Donc, N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. C'est la loi de réfraction. Mais attendez, diriez-vous, les angles qui interviennent dans la loi de réfraction, ce sont les angles que font les rayons lumineux avec la normale au dioptre, non? En fait, par le théorème de Malus, ce sont les mêmes angles. Voilà la normale au dioptre au point J. Et ici, dans ce premier triangle rectangle, se trouve θ1 bar, le complémentaire de θ1. Cet angle que fait le rayon incident avec la normale est le complémentaire du complémentaire. Donc il est égal à θ1. Prolongeons la normale du côté du milieu N2. Ici, on trouve θ2 bar, le complémentaire de θ2. Et là, l'angle que fait le rayon réfracté avec la normale au dioptre est le complémentaire du complémentaire.
Donc il est égal à θ2. Voyez-vous là, la loi de réfraction émerge de la seule considération de l'aspect ondulatoire. Cela signifie-t-il que le phénomène de réfraction n'est pas propre aux ondes lumineuses, mais qu'il concerne toutes sortes d'ondes? Absolument. Mais ceci n'est pas le sujet de notre vidéo, donc passons. Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que des exemples d'ondes planes. Pour changer, examinons l'exemple suivant. L'onde lumineuse S au point M à l'instant t est égale une amplitude S0 fois cosinus oméga t moins k fois R plus phi 0. Encore une fois, l'argument de cosinus ici est la phase phi de l'onde qu'on va examiner par la suite. Et petit r ici est égal à Sm, c'est la coordonnée sphérique de M par rapport à un point origine qu'on va appeler S. Une première question, à un instant t donné, quel est l'ensemble des points M de l'espace ayant la même phase phi égale à phi 1? La réponse est simple. Il s'agit d'une surface telle que R égale à une constante, c'est-à-dire une sphère de centre S, ce qui représente ici un front d'onde sphérique. Alors comment évolue ce front d'onde sphérique au cours du temps? Reprenons l'expression de la phase phi de cette onde et prenons la dérivée de deux membres de cette équation. La dérivée de phi égale à 0, puisqu'ici on étudie un front tel que phi égale à une constante. Ceci nous mène à la relation suivante, la dérivée du rayon correspondant à phi égale à phi 1, sa dérivée par rapport au temps est égale à oméga sur k. Nous en déduisons donc que le rayon de la sphère augmente à une vitesse de phase constante, tout en gardant le même centre. Ainsi, il s'agit d'une onde lumineuse sphérique dont nous voyons une projection ici. Les fronts d'onde sont des sphères qui grandissent à partir du point S, qui est leur source dans ce cas précis. Et d'après le théorème de Malus, les rayons lumineux correspondants sont orthogonaux à ces sphères en tout point. Par conséquent, les rayons sont radiaux, comme ceci. Qu'en est-il de ce faisceau divergent? En comparant avec le schéma des fronts d'onde sphériques, il est assez clair que ce faisceau divergent, à partir d'un point donné, n'en représente qu'une portion. Nous en déduisons que les fronts d'onde correspondants sont des calottes sphériques, c'est-à-dire des portions de sphères perpendiculaires en tout point à ces rayons. Bien sûr, on peut aussi choisir de représenter des maximums de S tels que phi égale une valeur entière fois 2π, ce qui nous donne un ensemble de fronts d'onde sphériques régulièrement séparés par une longueur d'onde lambda. Et le rayon des fronts d'onde augmente à la vitesse de phase Vφ qui est égale ici à oméga sur k. Reprenons maintenant l'exemple de la diffraction par un trou. La lumière est une onde et subit un phénomène de diffraction au passage du trou si son diamètre est assez petit. À partir d'une onde incidente plane, il en ressort une onde diffractée plutôt sphérique dont l'angle d'ouverture est donné par θ égale lambda sur A, où ici lambda est la longueur d'onde de la lumière et A est le diamètre du trou. Cette relation est simple, mais elle est seulement valide en ordre de grandeur et elle montre bien que plus le diamètre A est petit, plus le faisceau est diffracté, c'est-à-dire son angle est plus grand. La question est, dans quelles conditions peut-on appliquer l'optique géométrique? Ou, dit autrement, pour quelle valeur de A la diffraction est-elle négligeable? Prenons par exemple une lumière rouge de longueur d'onde lambda égale 0,600 micromètres, la longueur d'onde dans le visible étant comprise entre 0,400 micromètres et 0,600 micromètres environ, et plaçant un écran à une distance d égale à 2 mètres. Pour un trou de diamètre A égale à 10 fois cette longueur d'onde lambda, c'est-à-dire c'est un trou de diamètre 0,060 mm, on trouve un angle de diffraction environ égal à 1 sur 100 radians, 10 puissance moins 2 radians. Et pour un trou 10 000 fois plus grand que cette longueur d'onde lambda, c'est-à-dire un trou de diamètre 6 mm, on trouve un angle de diffraction égal à 1 sur 10 000 radians, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4 radians. Ce sont des angles de valeur très petite. Cela signifie-t-il que le phénomène de diffraction est négligeable? Pour trancher ici, on regarde l'écran qui est situé à une distance d égale à 2 mètres. Le faisceau diffracté forme une tache de largeur L sur cet écran et en utilisant la définition de la tangente, on peut déduire que la largeur de la tache
est approximativement égal à 2 fois la tangente fois la distance d, qui est égale approximativement à 2 fois θ fois d. Pour la première valeur de A, nous avons une largeur de tâche égale 40 mm et pour la deuxième valeur de A, nous avons une largeur de tâche égale à 0,4 mm. Dans le premier cas, il est clair que la largeur de cette tâche est beaucoup plus grande que l'image géométrique du trou, qui devrait être de l'ordre de 0,06 mm. Alors dans ce cas, l'effet de la diffraction n'est pas négligeable. Mais dans le deuxième cas, la largeur associée à la tâche de diffraction est nettement plus petite que la largeur de l'image géométrique du trou sur l'écran. Alors ici, l'effet de la diffraction commence à devenir négligeable. Que peut-on conclure? La diffraction d'une onde de longueur d'onde lambda par une ouverture ou un obstacle de dimension A est négligeable si A est très grande devant lambda. C'est dans cette condition que les lois de l'optique géométrique s'appliquent aux ondes lumineuses. Voilà donc, la lumière est toujours une onde pouvant toujours subir une diffraction, entre autres, mais les lois de l'optique géométrique pour la propagation, la réflexion et la réfraction restent valides si leurs conditions sont présentes, comme on le voit ici loin des trous de part et d'autre de cet obstacle. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à compter les longueurs d'onde et en attendant, cliquez sur s'abonner pour nous aider à faire connaître notre chaîne. Pensez à partager la vidéo, à liker ou à laisser un commentaire. Merci d'avoir suivi.